Donc Camille, hyper content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. On va parler de pas mal de sujets assez denses, notamment autour de l'expérience client et la personnalisation et l'IA aussi qui vont avec tout ça. Donc j'ai très hâte de te poser mes petites questions, mais avant ça, si ça te va, je te propose de t'introduire, je te présente un petit peu et puis tu pourras ensuite compléter. Alors, donc toi, de ton côté, tu es Head of Product and Customer Marketing chez Nosto, une plateforme de personnalisation qui est bien connue des e-commerçants, qui leur permet d'adapter en temps réel leur parcours client, leurs recos, produits, le merchandising, leur campagne. En gros, c'est vraiment toute l'expérience client qui est un petit peu optimisée de manière intelligente, mais aussi scalable. Est-ce que ça te va comme présentation ? Ça me va. C'est parfait. Qu'est-ce que tu aurais rajouté ? Pour me présenter peut-être brièvement, je suis Camille Assila, je suis Head of Product et Customer Marketing, comme tu l'as dit, chez Nosto. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille dans l'e-commerce. J'ai fait mes premiers pas en agence web spécialisée en e-commerce et en marketing digital, une agence qui s'appelle Axome. Et c'est eux qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'ont donné le goût de cet univers et surtout donné le goût des stratégies bien ficelées pour les expériences clients. Puis après, j'ai poursuivi mon parcours dans une plateforme e-commerce qui est bien connue de l'écosystème français, PrestaShop, plutôt sur des rôles marketing. Et puis après quelques années, j'ai rejoint Nosto. D'abord côté client, où en fait je supervisais nos équipes Customer Success Manager. Donc c'est nos équipes qui accompagnent nos clients dans leur stratégie de personnalisation. Et puis, après quelques années sur ce rôle-là, mon intérêt pour le marketing m'a conduite finalement vers ce rôle que j'occupe actuellement, qui allie le marketing, le produit et l'expérience client. Génial, hyper intéressant. Donc moi, je vois que tu es déjà très très bien implanté dans l'écosystème avec Axome qu'on connaît bien et puis aussi PrestaShop dont on a reçu le CEO Eric sur le podcast il y a quelques semaines. Je te propose de commencer par une petite innovation sur le podcast. Donc, c'est un vrai faux. Ouais. Donc, question rapide, réponse brève. Alors, le premier, la majorité des marques e-commerce n'ont pas encore de stratégie de personnalisation solide. Alors, je dirais vrai. Et c'est surtout des études qui montrent que en fait, la perception que les marques e-commerce ont de l'expérience qu'ils fournissent versus ce qui est vraiment ressenti par les consommateurs, il y a un vrai décalage là-dessus, sur ce que les marques pensent fournir et sur ce que vivent en fait les consommateurs. Donc vrai. Intéressant. On peut personnaliser un site sans exploiter de données personnelles. Vrai. Tout à fait. On peut utiliser ce qu'on appelle les données de navigation ou données comportementales sur le site, qui sont des données finalement qui sont anonymes. Ça peut être les pages visitées, le type de page visitée, le type de produit vu, le temps passé sur tel type de page, etc. Et tout ça, ça peut nous permettre de personnaliser un parcours. Ok, super. Tu as aussi le user agent, le type de navigateur, des choses comme ça Oui, absolument. Okay. Absolument. Ok, intéressant. Dans 5 ans, tous les parcours e-commerce seront pilotés par IA. Alors, je dirais faux, juste pour une petite nuance. C'est que dans 5 ans, tous les parcours seront alimentés par l'IA, selon moi, mais pilotés par l'humain. Effectivement, nuance importante. Quatrièmement, personnaliser ses emails est plus efficace que personnaliser son site. Faux. Faux parce qu'en fait, c'est de la même importance. L'un ne va pas sans l'autre. La personnalisation, elle doit vraiment intervenir sur les différents points de contact pour qu'elle ait une cohérence et une vraie efficacité. Une fiche produit générée par IA peut être meilleure qu'une fiche écrite à la main. Je peux pas te répondre à ça. Tu couperas. J'ai pas vraiment d'input sur ça, sur la rédaction, la qualité de la rédaction. Ok. En tout cas, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus facile pour un humain de se faire assister par l'IA pour écrire et contrôler. Tu veux que j'y réponde quand même ? Ouais, vas-y, on peut tester sinon, parce qu'il y en a 10, alors du coup... Ouais. Ah oui, tu m'as dit 10. Oui, non, mais vas-y, on va le faire. Tu m'as dit quoi ? Répète-moi la question. Alors, une fiche produit générée par IA peut être meilleure qu'une fiche écrite à la main.
Alors, vrai et faux, je pense que entièrement généré par l'IA, sans contrôle de l'humain, encore une fois, je pense que ce sera pas la fiche produit la plus optimisée qui soit. En revanche, je pense que l'IA assiste vraiment l'humain là-dessus et a sa valeur à apporter dans la création des fiches produits, notamment sur la productivité, mais aussi sur la qualité du contenu, notamment SEO. L'ordre des produits affichés peut avoir un impact direct sur le panier moyen. Absolument, vrai. Les produits qui sont montrés, par exemple, en haut d'une page catégorie vont avoir tendance à être plus cliqués et plus achetés également. Le merchandising ne sert qu'à organiser les catégories et les filtres. Alors, faux. Ouais, faux en partie. Mais le merchandising, surtout, c'est ce qui va permettre de guider en fait l'utilisateur dans tout le catalogue produit. Surtout qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui ont des catalogues très vastes. Donc, ça permet de guider l'utilisateur vers les produits qui sont les plus pertinents pour lui, mais aussi ça permet à l'e-commerçant de guider vers les produits qu'il a envie qu'on lui achète. Le merchandising personnalisé est réservé aux grandes marques. Faux. Avec les technologies d'aujourd'hui, le merchandising personnalisé, il est vraiment accessible, même aux plus petites marques, aux plus petites équipes. Et c'est là où aussi il va y avoir justement beaucoup d'intérêt pour automatiser pas mal de choses. Personnaliser les résultats de recherche est aussi important que personnaliser les recommandations. Absolument. Encore une fois, je pense que c'est la stratégie de personnalisation, elle doit vraiment être sur tous les points de contact, donc aussi bien sur la recherche sur site que sur les blocs de recommandations. Et pour finir, l'expérience post-achat est tout aussi importante que le moment d'achat. Absolument. L'expérience d'achat, post-achat, elle va permettre de s'assurer aussi d'une bonne customer lifetime value, de s'assurer que les consommateurs ou les clients reviennent sur le site et donc d'améliorer aussi la profitabilité de la marque et sa viabilité sur le long terme. Donc très important. Super. Écoute, je propose qu'on attaque le vif du sujet. Juste avant qu'on rentre peut-être dans le concret, j'aimerais bien quand même qu'on prenne un tout petit pas de recul pour avoir un peu ta vision des choses un peu globalement sur le marché, sur ces sujets. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de personnalisation, d'expérience client aujourd'hui. Mais du coup, ma question, ce serait le parcours one-to-one. Est-ce que tu penses que c'est plutôt une attente, une réelle attente des consommateurs ou c'est juste un truc de marketeur ? Non, je pense pas que ce soit un buzzword aujourd'hui ou voilà une attente des marketeurs. Je pense qu'il y a vraiment une réelle attente côté consommateur. Et en fait, c'est dû à tous ces géants du digital tels que Amazon, Netflix ou Google qui ont complètement redéfini les standards de la personnalisation en fournissant des expériences qui sont ultra fluides, ultra pertinentes et personnalisées. Et du coup, les consommateurs, ils s'attendent au même niveau d'excellence sur les différentes plateformes avec lesquelles ils interagissent et donc aussi sur les sites e-commerce. Et du coup, ça implique que les e-commerçants doivent s'intéresser à ces problématiques-là pour fournir des expériences qui soient pertinentes, mais souvent avec bien moins de ressources. Donc c'est là où ça peut être compliqué. C'est pas moi qui le dis, il y a des études qui montrent ça très clairement, comme j'ai dit dans la partie où on faisait un petit peu le vrai-faux, notamment une étude qui a été menée par Nosto qui montre que 99% des marques pensent délivrer une expérience qui soit hyper pertinente, alors qu'en fait, 69%, quand on interroge les consommateurs, 69% estiment que c'est pas le cas. Et du coup, ce décalage entre la perception et le ressenti réel des consommateurs, ça crée une sorte d'angle mort qui permet pas vraiment aux marques d'identifier les points de friction et donc de proposer des expériences qui soient vraiment personnalisées. Et tu dirais que c'est quoi un petit peu les grands obstacles pour réaligner ces perceptions, justement ? Alors, déjà, il faudrait pouvoir en être conscient, pouvoir analyser quels sont les points de friction du site pour pouvoir ensuite se dire, il faut que j'agisse, il faut que je fournisse des expériences qui répondent à des points stratégiques très précis.
Et tu penses par exemple que c'est plus un problème donc de data quand les marques analysent leur parcours ou comment ça se fait en fait que tu vois la personne qui s'occupe de ça aujourd'hui ait un décalage en fait dans sa perception des choses avec ce que le consommateur ressent, c'est un problème d'input ou d'output? Alors, il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer aujourd'hui, en fait, qui peuvent être des freins à la mise en place de stratégies personnalisées. Déjà, il y a la fragmentation des données. Donc, bien souvent, dans les équipes, va y avoir une utilisation de différents outils. Et en fait, les données, elles sont bloquées en silos. Ce qui fait que les outils communiquent pas entre eux, la data elle n'est pas du tout unifiée et donc derrière ça crée en termes de résultats ça crée des parcours qui sont pas spécialement cohérents. Ça va créer des parcours qui sont aussi fragmentés que la donnée finalement et donc pas les plus optimisés possibles. Ok, intéressant. Et du coup, tu dirais, d'après toi, qu'une bonne expérience personnalisée, ça ressemble à quoi dans un monde idéal? Alors, une bonne expérience personnalisée, selon moi, c'est une expérience qui est invisible, en fait, de l'utilisateur, mais qui va quand même permettre de répondre à un contexte et aussi à l'intention du consommateur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir un peu comprendre ses attentes en un temps donné et pouvoir apporter un parcours, en fait, des éléments de personnalisation qui répondent à ce contexte précisément et à cet instant T. Donc ouais, on entend pas mal parler de personnalisation un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Ouais. C'est quoi, d'après toi, une bonne expérience personnalisée? Ouais, une bonne personnalisation, c'est pas seulement mettre un prénom dans un email ou montrer des produits similaires. C'est avant tout proposer une expérience qui répond vraiment à l'attente de l'utilisateur et surtout dans un contexte précis et en temps réel. Donc en fait, elle doit être invisible, mais elle doit être utile. L'utilisateur, il doit même pas se rendre compte finalement qu'il est dans un parcours personnalisé. Ça doit être complètement transparent pour lui. Il doit avoir l'impression que le site comprend ce qu'il recherche, ce dont il a besoin, mais sans le voir finalement. Et surtout, une bonne stratégie de personnalisation, elle doit vraiment intervenir sur toute la customer journey. Donc, aussi bien pendant la phase d'awareness, donc de considération, quand l'utilisateur découvre la marque, que pendant la phase de considération, où là, vraiment, il s'intéresse davantage aux produits, il compare les produits, il compare les offres, etc., jusqu'à, bien entendu, l'achat et la fidélisation. Donc, ce qui est important de se dire, c'est qu'une bonne personnalisation, elle va créer de la valeur des deux côtés. Elle va créer de la valeur avant tout pour le client, puisqu'il va avoir un parcours ultra fluide et simple avec la marque. Et ça crée bien entendu de la performance pour la marque e-commerce qui va pouvoir constater une augmentation de ses conversions, de son panier moyen et de sa customer lifetime value. Ok. Donc ouais, est-ce que toi, par exemple, tu as un exemple d'une marque qui fait ça plutôt bien? Alors, un bon exemple, ce serait une marque comme Casio, donc la marque bien connue pour ses montres, la marque japonaise. En fait, la problématique de Casio, c'est qu'ils ont beaucoup de revendeurs. Donc, ils ont tout intérêt à vraiment fournir une expérience sur leur site qui soit irréprochable pour pouvoir favoriser la vente en direct, finalement. Et comme beaucoup de marques, ils ont aussi un catalogue hyper étendu avec beaucoup de SKU, beaucoup d'entrées de nouveaux produits, etc. Donc, ça devient très compliqué pour les équipes de pouvoir gérer, par exemple, le merchandising, montrer le bon produit au bon moment à la bonne personne. Ça devient très fastidieux. Donc, eux, ils ont mis en place tout un tas de stratégies, notamment sur la découverte produits pour faciliter tout ça. Donc, ils ont, par exemple, mis en place une recherche personnalisée donc sur leur site qui va prendre en compte tous les attributs produits, que ce soit la forme de la montre, la couleur, la gamme, le nom du produit, de façon à ce que les recherches soient ultra pertinentes et aussi à personnaliser cette recherche en fonction des appétences
on va dire, individuelle de chaque visiteur. L'idée, c'est de montrer des résultats qui soient pertinents déjà, et ensuite ultra pertinents par la personnalisation. Au-delà de ça, ils ne sont pas arrêtés à la recherche produit, parce que la recherche produit sur site, c'est un des piliers de la découverte produit. Mais au-delà de ça, il y a aussi les recommandations produits qui vont pouvoir guider en fait l'utilisateur tout au long de son parcours sur les différentes pages. Donc, ils vont pouvoir mettre en place, par exemple, du cross-sell, mais du cross-sell intelligent. Ils ont aussi mis en place des messages FOMO sur leur page produit en fonction du segment de visiteurs. Par exemple, si c'est des visiteurs qui sont, on va dire, un peu hésitants, qu'on ressent hésitants par l'intelligence artificielle, on va par exemple pouvoir leur montrer des messages un petit peu qui vont créer le sentiment d'urgence. Par exemple, combien d'unités il reste en stock, combien de fois le produit a été acheté sur les dernières 24 heures. Voilà, ce genre de stratégie. Et le résultat, ils ont aussi fait un tri sur leur page catégorie automatisée où ils ont pu pousser en haut des pages catégories les produits qui ont un très bon taux de clic et un très bon taux de conversion. Et surtout, s'assurer que les produits qui sont out of stock soient un petit peu plus limités en termes de visibilité, donc plus bas dans la page catégorie. Donc ça permet à quoi ? Ça permet à l'utilisateur finalement d'être exposé directement en page catégorie à des produits tendances, mais qui sont disponibles à l'achat. Donc le résultat, pour une marque telle que Casio, c'est une découverte produit qui est ultra optimisée partout où en fait on peut retrouver des produits, donc les mises en avant via les blocs de reco, la recherche, les pages catégories. Et c'est un gain de temps aussi pour les équipes opérationnelles qui ont automatisé tout ça. Je crois qu'ils ont 26%. Ils ont 26% leur bloc de recommandation représente 26% des ventes du site. Okay. Donc ça veut dire que ça montre un petit peu la pertinence des blocs de recommandation, où en fait un visiteur, pour que ce soit considéré comme une vente sur un bloc de recommandation, ça veut dire que le visiteur il a cliqué sur un produit dans un bloc de recommandation, il est arrivé sur la page produit et consécutivement à ça il a ajouté au panier et converti dans les 30 minutes. Okay. Donc c'est pas non plus des attributions énormes, donc ça montre bien la valeur de tout ça. Point important aussi à noter, c'est que comme la plupart des marques aujourd'hui e-commerce, Casio, la majorité de son trafic, il est sur mobile. Ouais. Donc, quand on a un énorme catalogue sur mobile, il faut absolument avoir une expérience qui est ultra fluide sur la découverte produit. On ne peut pas se permettre de laisser l'utilisateur retourner à chaque fois sur le menu ou refaire une recherche en haut. Voilà. Donc, ça passe notamment par ces fameux blocs de recommandations où je vais permettre à l'utilisateur très simplement, sur une fiche produit, de trouver des produits similaires, donc d'aller d'une fiche produit à une autre fiche produit directement, sans repasser par la case recherche, ni repasser par la case menu. D'accord, donc les blocs de recommandation, c'est au niveau des fiches produits principalement, du coup. Alors, ça peut être disposé sur les différentes pages, et c'est plus la logique qu'on va avoir derrière qui va être intéressante. Sur une page produit, on va avoir peut-être des blocs de cross-sell ou de produits alternatifs, montrer des montres similaires, par exemple. En revanche, par exemple, sur une page catégorie, là, on ne va pas parler du tout d'intelligence artificielle, mais en bas d'une page catégorie, on peut avoir juste un historique de navigation globalement. Donc, retourner sur les derniers produits vus. C'est hyper simple, mais en termes de user experience, c'est attendu en fait. Ouais. Et sur mobile, c'est indispensable pour pouvoir, comme je le disais, naviguer de fiche produit en fiche produit au maximum sans avoir à repasser par toute une phase de recherche, on va dire, proactive. Okay. Et limiter les clics. Ouais, complètement. Surtout sur mobile, effectivement, ça a du sens. Et par exemple, pour bien comprendre, donc, si toi et moi, on a tous les deux un iPhone 16... qu'on habite tous les deux à Bastille, à Paris, qu'on se connecte à peu près à la même heure, potentiellement, on aura les mêmes recommandations, ou comment ça marche, tu vois, au niveau des... Alors, ça dépend des logiques qui sont utilisées. Par exemple, si c'est des logiques de best-seller qu'on veut montrer, par exemple, sur une page d'accueil,
on va avoir tendance à vouloir montrer par exemple les best-sellers et montrer une variété un peu de produits qu'on peut retrouver sur la boutique. Ok. Donc là, les best-sellers, s'ils sont géolocalisés et qu'on habite au même endroit, on trouvera la même chose. Si par exemple on n'est pas au même endroit, potentiellement, on aura d'autres best-sellers. D'accord. Par contre, là où ça va être différent, l'objectif de la personnalisation, c'est que c'est pas que de la personnalisation one-to-few, c'est aussi de la personnalisation one-to-one. Donc là, tu disais qu'on partage certains éléments en commun, mais par contre, tu as certainement des affinités qui te sont propres, et j'ai mes affinités aussi. On ne recherche pas forcément la même chose, et ça, dès qu'on arrive sur le site, on envoie des signaux clairs en fait, à Nosto, en l'occurrence, qui va être capable de déterminer, tiens, je vois que Joseph a un intérêt pour tel type de couleur, pour tel type de matériaux, etc. Alors que Camille, on a des différents. Donc c'est là où derrière, quand on a des blocs de recommandations personnalisées ou quand on va effectuer une recherche, ça va être pris en compte pour te pousser davantage, par exemple, des produits en couleur rouge, alors que moi, je vais potentiellement voir d'autres types de produits. Donc on n'a pas la même expérience partout sur le site, non. Hyper intéressant. Moi, c'est quand même super puissant à l'heure un petit peu de l'instantanéité. Et donc maintenant, si justement on continue à tirer un petit peu ce fil de la personnalisation, on prenait pour exemple deux contextes utilisateurs en l'occurrence qui peuvent avoir des attributs communs. Est-ce que parfois ça peut pas être un peu un peu creepy, donc par exemple un petit peu intrusif? Je sais pas si tu vois, j'ai pas forcément de bon exemple en tête, mais je vais visiter une page d'un site à un moment et je retourne quelques temps plus tard. Ça me redit exactement, vous étiez là il y a 3 jours et 2 heures, vous avez scrollé sur le produit. Enfin, jusqu'où en fait, tu vois, jusqu'où ça peut aller sans que ça paraisse intrusif pour le consommateur? Alors, la personnalisation bien faite, elle est par nature invisible. Ça veut dire que l'utilisateur ne devrait même pas se rendre compte que l'expérience, elle est personnalisée. Il doit juste ressentir que le site comprend ce qu'il attend, comprend ce dont il a besoin et ce qu'il recherche. Donc, on peut prendre un exemple d'un utilisateur qui recherche par exemple une robe sur le site. Grâce à la personnalisation, on va pouvoir savoir que tel utilisateur a une affinité avec telle taille. Quand je dis affinité, c'est juste qu'on va se rendre compte que, par exemple, voilà, moi, je vais plutôt me diriger vers des produits disponibles en taille M, par exemple. Donc ça, derrière, ça va permettre quand je fais une recherche sur la barre de recherche du site, je vais chercher, par exemple, robe fleurie. Derrière, les premiers résultats qui vont remonter, ce sera des robes fleuries. Ça, c'est la pertinence des résultats. Mais ce sera des robes fleuries disponibles en taille M. Ça, en tant qu'utilisateur, je ne l'ai pas vu. Je ne le vois pas. Ouais. En revanche, par contre, sur mon expérience, je le ressens. Parce que quand je clique sur les résultats, en fait, c'est fluide. J'arrive sur des pages produits où ma taille est disponible. Par contre, je vais m'en rendre compte si jamais je clique et qu'à chaque fois, les produits ne sont pas disponibles dans ma taille. Là, je vais me dire, mince, l'expérience, ça n'est pas top. Donc, voilà, l'idée de la personnalisation, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'elle doit être invisible. Donc, il n'y a pas de sursollicitation, c'est pas... c'est simplement, elle doit être simple, transparente, mais avant tout, utile. Pertinente. Oui. Ok, très intéressant. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait certaines erreurs un petit peu récurrentes quant à la personnalisation, justement? On parlait des bonnes situations, des mauvaises situations. Oui, je pense qu'une des erreurs principales, c'est de vouloir personnaliser à tout va sans objectif clair. C'est un peu comme tout. Hein. Il faut un objectif. Il ne faut pas juste dire je veux personnaliser pour personnaliser parce que ça va faire un super parcours. Non, il faut avoir un objectif clair. L'objectif clair, ça peut être d'augmenter le panier moyen au global sur le site ou d'augmenter le panier moyen pour un segment de visiteurs donné. Par exemple, mon segment de visiteurs qui est intéressé par telle marque. Voilà, je vois qu'ils ont un panier moyen un peu faible. Comment je peux essayer d'aller l'augmenter? Voilà, donc il faut avoir un objectif précis parce que si on n'a pas d'objectif précis, finalement, on personnalise un peu à l'aveugle. Et donc, on ne peut pas se rendre compte de ce qui fonctionne vraiment.
un point très important pour pouvoir établir des objectifs précis, c'est aussi d'avoir accès à des insights, de pouvoir analyser en fait sa donnée et pouvoir se dire bon bah c'est là que ça bloque, c'est là que je dois agir. Donc dans des plateformes telles que Nosto, on donne accès à des outils de business intelligence qui vont exposer très facilement aux e-commerçants les performances des segments, les performances des produits aussi. Et donc de pouvoir repérer des points de friction et se dire je vais mettre quelque chose en place. Par exemple, on peut voir que, pour être très concret, on peut voir dans des insights que les visiteurs qui proviennent des sources de trafic payantes, ils ont un panier moyen qui est trop faible pour avoir un bon ROAS. Bon, à ce moment-là, on se dit il va falloir que je travaille un peu ça et avoir une expérience personnalisée quand ces visiteurs arrivent sur le site. Peut-être pousser davantage dans tout mon merchandising des produits qui ont un prix un petit peu plus élevé ou sur lesquels j'ai une marge un peu plus forte, uniquement pour ces visiteurs qui proviennent de sources de trafic payantes et pour améliorer mon ROAS. Okay. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place. C'est en gros une personnalisation qui va être guidée par la donnée. Ouais. Donc ok, tu as, on va dire, des objectifs en fonction de la source d'attribution. Tu peux avoir quoi d'autre? C'est quoi un petit peu les use cases les plus courants que toi tu vois Ça va être, c'est souvent quand même au global. Là, on rentre un petit peu dans des stratégies avancées, mais on va avoir d'augmenter en fait la conversion au global du site, le panier moyen au global du site. Ça, bien entendu, c'est des métriques qui sont très suivies par nos clients. Mais après, quand on commence à vraiment s'intéresser à la personnalisation, c'est là où en fait il y a d'autres équipes qui s'y intéressent parce que par exemple l'acquisition, elle n'est pas forcément gérée par l'e-commerce. Donc il faut aussi que les personnes qui gèrent, on va dire, l'e-commerce en interne puissent communiquer avec les autres équipes pour dire tiens, tes campagnes d'acquisition, on peut essayer. Je peux t'aider grâce à mon outil à adapter l'expérience sur site pour ton trafic de façon à ce que tu aies des meilleurs résultats sur l'acquisition, par exemple. Intéressant. Et vous donnez d'entrée, donc tu as le contexte utilisateur, peut-être qu'avec certaines intégrations, avec du Klaviyo, de la CDP, etc., tu as un visiteur qui est déjà venu dans le passé, tu peux avoir la donnée par ailleurs, les sources d'attribution. Est-ce que tu as d'autres données qui vont fournir plus de contexte encore? Absolument. Donc il y a toute la donnée déjà que Nosto collecte. Nosto, à la base, c'est une plateforme d'expérience de commerce qui va collecter, unifier et enrichir la donnée. Okay. Et la donnée, le type de données qu'on utilise, c'est de la donnée client, de la donnée produit et aussi de la donnée contenu. Mais en fait, ces données, elles peuvent aussi provenir de différentes sources, comme tu l'as évoqué. Donc, ça peut venir d'un CRM, d'un CDP, tel que Klaviyo. Avec Klaviyo, on a une intégration directe pour qu'ils puissent nous envoyer effectivement des éléments de leur segment, et puis pour que nous aussi, on puisse leur envoyer aussi d'autres éléments. Donc, ce que ça va permettre, typiquement, et on en parlait au début, de ce problème de fragmentation de données. Là, on unifie toute la donnée, on unifie les outils. Klaviyo, c'est plutôt utilisé, on va dire, par les équipes marketing. Nosto, c'est plutôt utilisé par les équipes e-commerce. Du coup, on va unifier les outils, unifier les workflows, et les données, et ça va nous permettre d'avoir des scénarios hyper avancés. Pour être très concret, ça veut dire qu'on va pouvoir personnaliser les emails Klaviyo de façon plus avancée. Et on va pouvoir personnaliser aussi l'expérience des visiteurs qui arrivent depuis un email Klaviyo chez Nosto. Ouais, aussi. Ouais, et puis après, ça peut être c'est infini parce que, tu vois, quand on a des intégrations comme ça permet par exemple aussi à Nosto d'envoyer des événements que Klaviyo récupérait pas forcément, par exemple des recherches abandonnées sur le site. Donc on peut dire, tiens, telle personne a abandonné sa recherche, sachant que quand on recherche, quand un utilisateur recherche quelque chose sur le site, on estime que ça montre une forte intention, en fait. Donc tous ces utilisateurs-là, derrière, ça peut déclencher un trigger côté Klaviyo pour envoyer des mails de recherche abandonnée et non des mails de relance de panier abandonné, avec des suggestions de produits intelligentes dedans. Les Donc c'est un cercle vertueux. Complètement. Hyper intéressant.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de merchandising. Tu as parlé de la découverte produit, effectivement, comme quoi c'est hyper important. On dit souvent on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, je pense que ça, on a bien compris que c'était important d'arriver sur le site et qu'assez rapidement, on se rende compte que le parcours est pertinent et qu'il arrive à un petit peu anticiper aussi là où on veut aller sur le site. Est-ce que parfois, vous arrivez à faire découvrir des produits à des utilisateurs qui ne cherchaient même pas en fait à la base Ouais. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Bien entendu. C'est sûr que si on leur montre toujours les produits qu'ils ont vus ou avec lesquels ils ont eu beaucoup d'intérêt, ça perd un petit peu de son, on va dire, de son intérêt. Donc, du coup, les recommandations produits, c'est plutôt pas mal pour ce genre de use case, pour faire découvrir des nouveaux produits. Elles permettent notamment de proposer à chaque utilisateur, selon des algorithmes, des produits qu'ils n'ont pas encore vus, mais qui sont similaires à leur intérêt. Par exemple, si moi je suis intéressée par des t-shirts à motifs fleuris, je reprends mon motif fleuri. Ouais, j'aime bien les fleurs, et j'en ai aujourd'hui. Si je suis intéressée par ça, j'ai toujours pas converti, a priori. On va pouvoir me montrer des produits similaires, donc potentiellement des hauts à motifs fleuris, mais que je n'ai pas encore vus. Donc là, on va favoriser ma découverte. Et ça, on peut vraiment les intégrer à différentes étapes du parcours, cette découverte produit. Ça peut être sur les pages d'accueil, la page produit, la page panier, ou même dans les emails. On parlait des emails. Par exemple, ça peut créer des opportunités dans un email de panier abandonné. J'ai mis dans mon panier un produit en particulier, j'ai pas converti. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai pu ne pas convertir, on va dire. Quand je reçois mon email de relance de panier abandonné, l'email le simple, ça va être qu'on me récape mon panier, qu'on me propose de retourner sur le site pour finaliser ma conversion. Mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles j'ai pas acheté. Donc là, si en plus on m'ajoute un bloc de recommandations produits au sein de cet email, donc un bloc de recommandations qui va pouvoir me montrer des produits alternatifs à celui que j'ai mis en panier, là, ça devient super intelligent parce que derrière, ça va favoriser le retour sur site avec, je te propose un autre éventail qui peut t'intéresser. Donc, il y a ça, mais il y a aussi d'autres logiques d'inspiration un peu plus globales, un peu plus génériques. On parlait des best-sellers, c'en est une. Les shops de look sur les pages produits, bien entendu. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui marche bien pour faire découvrir d'autres produits. Je suis en train de regarder... un jean, on m'inspire, on me montre le haut qui va bien avec, la ceinture, pour que je puisse acheter le look. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne qui fonctionne plutôt bien. Et un autre élément, je pense, qui est intéressant de mentionner là-dessus, c'est le contenu généré par les utilisateurs, notamment que tu connais bien du coup, notamment côté visuel. Donc c'est tous ces visuels qui mettent en scène le produit par des vraies personnes et qui peuvent être parfois et bien souvent plus engageants, plus inspirants pour les utilisateurs, les visiteurs qui voient le produit mis en situation. Et dans ces cas-là, ça permet aussi on va dire, d'inspirer et de faire découvrir des nouveaux produits d'une façon vraiment très naturelle et parfois même guidée jusqu'à l'achat. Ouais, super. Et vous faites de l'A/B test aussi, j'imagine, du coup Absolument. Ce qui est hyper important, et on en parlera peut-être plus tard, mais bien entendu, il faut toujours tester. J'enfonce pas de porte ouverte quand je dis ça, mais en gros, Nosto intègre, et c'est pour ça que nous, on l'intègre dans notre plateforme directement, c'est la possibilité de tester tous les éléments du site, mais aussi de tester les campagnes. Les stratégies de personnalisation versus une autre stratégie de personnalisation pour pouvoir toujours optimiser dans cette logique-là, mais aussi de personnaliser de tester une expérience personnalisée versus une expérience qui n'est pas personnalisée. Comme ça, on voit réellement quel est l'uplift de ce que j'ai mis en place. Ouais, carrément. Est-ce que je montre un bloc de recommandations personnalisées ou est-ce que je monte un best-seller ? Qu'est-ce qui me ramène le plus de conversions ? Pareil sur ma recherche. Est-ce que je personnalise ma recherche ? On parlait de Casio tout à l'heure qui a, dans ses pages catégories, mis en avant les produits à fort taux de clic en haut de la page catégorie.
Est-ce que ça m'a amené derrière un uplift en termes de revenus versus quand on fait rien? Ça, c'est intéressant de le savoir. Tu peux faire des tests d'incrémentalité. Oui. Ok, super. Et si on regarde un petit peu la fiche produit en tant que telle, ce serait quoi, d'après toi, les meilleurs éléments un petit peu à personnaliser sans trop en faire non plus pour que ça reste quand même assez lisible et straight to the point, si je peux dire. Les pages produits, c'est vraiment des pages qui sont clés parce que c'est un type de page qui concentre énormément de trafic. Donc, il faut avoir des stratégies sur ces pages-là. Encore une fois, ces stratégies, elles sont pas forcément très visibles, mais par contre, elles peuvent avoir un impact énorme si elles fonctionnent bien par rapport au trafic que ces pages représentent. Donc, d'abord, côté produit, c'est très simple. On peut ajouter des blocs de recommandations personnalisées. Comme on l'a dit, les shops de look, ça, c'est hyper efficace. Ça permet de proposer un look complet à partir du produit qui est consulté. On peut aussi, au-delà de la recommandation produit et de la découverte produit, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais c'est la personnalisation de contenu. On est aussi capable d'afficher des éléments de contenu qui soient différents en fonction des visiteurs. Donc typiquement, sur une page produit, on peut avoir un petit ribbon, comme le fait Asos, une petite bannière à côté sur la description produit, où on va montrer un message pour les nouveaux visiteurs. Donc, par exemple, les nouveaux visiteurs qui arrivent sur site, on va leur montrer qu'ils bénéficient de moins 10% pour toute première commande. Mais ça, c'est un message qu'on n'a pas envie de montrer à quelqu'un qui a déjà acheté chez nous parce que globalement, ça va générer quoi ? De la frustration. Ouais, c'est clair. Donc, c'est là où c'est intéressant. On se dit, non, à ces personnes-là, par exemple, et puis c'est un sujet que tu connais bien, peut-être que là, pour le coup, je vais montrer le programme, quelque chose qui est lié au programme feed. Ouais. Donc, peut-être une personne qui a l'habitude de commander chez nous, à la place des moins 10%, je vais lui rappeler le nombre de points qu'il a actuellement ou le nombre de points, par exemple, manquants pour débloquer un autre palier de récompense. Et c'est là où des intégrations peuvent être intéressantes, notamment avec des outils de fidélisation. Et voilà, personnalisation de contenu aussi, très pertinent sur les pages produits. Et puis après, il y a la source d'entrée. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais un cas d'usage qui a beaucoup intéressé beaucoup de nos clients, c'est tous les visiteurs qui arrivent sur une fiche produit depuis, par exemple, Google Shopping. On est capable de les identifier, ces visiteurs-là, de les mettre dans un segment et de leur proposer une expérience qui soit différente. Ouais. C'est des visiteurs pour lesquels on paye un certain coût, donc on a envie absolument d'éviter le rebond. Il faut qu'ils restent absolument sur notre site, et il faut qu'on les convertisse. Donc, ça veut dire qu'on a un clic. Enfin, ils arrivent, on a une page pour gérer ça. Ouais. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est j'arrive sur un produit. Le produit, manque de chance, il n'est pas disponible en ma taille. Out of stock, dans ma taille. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut proposer des produits alternatifs, donc des produits qui sont similaires au produit qui est actuellement consulté. Donc, ça peut être similaire en termes de style, en termes de plein de choses, en termes de prix aussi. Mais là, on va placer le bloc vraiment plus proche du produit, en amont, en haut de la page, pour s'assurer que ce soit visible. On a quelques secondes pour convaincre et pour éviter que le visiteur clique sur la flèche précédente pour suivre sa navigation et sa recherche sur Google, mais plutôt qu'il poursuive sa navigation sur notre site. Et derrière, qu'on puisse s'assurer, pareil, de la profitabilité de nos campagnes et la maîtrise de notre acquisition. Ok. Et là, tu soulèves un point quand même qui est assez important, sur lequel on est peut-être passé un peu vite. Au niveau de la structure, justement, du catalogue, en fait, pour s'assurer qu'il est structuré de la bonne façon, de façon à pouvoir le personnaliser encore plus, la façon dont on l'affiche. Est-ce que tu as des bonnes pratiques sur cette structure de la donnée Ouais. Tout à fait. C'est un point qui est hyper important parce qu'un bon merchandising, en tous les cas, ça va commencer par une excellente connaissance du catalogue produit. Donc pour ça, déjà, la première chose à faire, c'est de remonter un maximum d'infos à l'outil qu'on utilise, donc par exemple à Nosto. Quand je dis un maximum d'infos, ça va être tout ce qui est les catégories, les tailles, les couleurs, les prix, mais pas seulement. On peut y avoir des attributs personnalisés. Mais on peut aussi, par exemple, imaginer envoyer la marge. Parce que quand on envoie la marge, derrière, on peut avoir des stratégies de merchandising ultra poussées, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il faut utiliser un outil qui, comme Nosto, va analyser en fait
toutes ces informations, mais surtout comment les produits ils interagissent entre eux. Donc voir que le produit A est souvent acheté avec le produit B, que quand les visiteurs ils consultent le produit C, ils ont plutôt tendance à acheter le produit D, etc. Donc ça crée ce qu'on appelle un product graph, donc un système de scoring entre les produits, et qui derrière va permettre d'avoir une fine compréhension du catalogue, associé à la fine compréhension aussi de l'utilisateur et de ses affinités. C'est là où en fait on peut ensuite avoir un merchandising ultra performant. C'est vraiment très très intéressant, tout ça. Ça me donne aussi pas mal d'idées. Et on parle aussi beaucoup de cross-sell, d'upsell. C'est un petit peu aussi le Graal sur le premier achat. T'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que les coûts d'acquisition maintenant sont tellement élevés qu'il faut vraiment essayer de rentabiliser le plus possible les clients chèrement acquis. Donc le cross-sell, upsell, ça s'inscrit parfaitement dans cette stratégie-là. C'est quoi un peu tes bonnes pratiques, toi, concernant ces deux sujets? Oui, alors le cross-sell, c'est sûr que c'est très efficace, notamment sur les pages paniers. Moi, typiquement, sur la page panier, je viens d'acheter une paire de chaussures, on va me recommander le produit d'entretien qui va avec. C'est fluide, c'est utile. Spoiler, c'est du savon avec de l'eau. Vous en avez aussi chez vous, mais bref. Mais vous en avez quand même besoin. Vous en avez besoin. Donc, en tous les cas, c'est attendu. C'est presque attendu. Je veux dire, c'est comme quand on va en magasin physique, c'est attendu. On va proposer la petite vente additionnelle en fin de parcours. Donc, on réplique ça en fait simplement en ligne. C'est fluide, c'est attendu, c'est intégré. Donc, ça vient pas du tout perturber le parcours. Simplement, ça nous permet d'augmenter les paniers moyens. Donc ça, c'est un peu le B.A.-ba. Pareil pour les shops de look, la vente complémentaire sur les pages produits dont on a déjà parlé, c'est un peu aussi le B.A.-ba, mais c'est une vraie aide à l'achat. C'est-à-dire que c'est le B.A.-ba, mais si on ne l'a pas, on se coupe d'une vraie aide à l'achat pour le visiteur. Mais ce qui est bien souvent sous-exploité, c'est ce qu'on appelle le post-purchase upsell. Donc c'est-à-dire l'upsell juste après l'achat. C'est une offre en fait qu'on va pouvoir faire juste après la page de confirmation de commande et avant la page de remerciement globalement. Et ça sur Shopify principalement. D'accord, ok. Et là, on peut être hyper créatif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, je viens de valider ma commande, on va pouvoir me montrer un produit avec lequel j'ai montré beaucoup d'intérêt pendant ma navigation, mais que je n'ai pas commandé. Et on va me mettre, par exemple, moins 5% pendant 10 minutes. Si j'achète dans les 10 minutes, j'ai moins 5% sur ce produit qui m'a fait de l'œil, mais que je n'ai pas acheté. Hyper efficace. Autre cas d'usage, par exemple, ça va plutôt être, on va dire, dans le secteur des produits consommables, donc dans la beauté, par exemple. J'ai acheté une crème, je viens de finaliser ma commande, on peut me proposer juste après un lot de 2 crèmes pour moins 15%. Et ça, c'est hyper efficace. Pareil, c'est hyper utile. Ça donne un côté exclusif. Côté utilisateur, ça donne un peu un côté exclusif. Tiens, on propose une offre rien qu'à moi pendant 10 minutes. Et surtout, c'est hyper user-friendly parce que j'ai pas besoin de rentrer à nouveau mes coordonnées bancaires. C'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai commandé, je suis dans un état d'esprit, on va dire, d'achat. Le plus dur est fait, j'ai sorti ma carte, j'ai payé. Dopamine. Exactement, mais j'ai sorti ma carte, j'ai commencé à acheter. Le plus dur, il est fait. Là, j'ai juste à cliquer sur un bouton, j'ai pas à re-rentrer mes coordonnées bancaires et je peux ajouter une offre auquel j'aurais pas eu accès autrement qu'en commandant. Donc ça, hyper efficace pour booster le panier moyen des marques, le post-purchase. Ouais, ça c'est vraiment super puissant. Je me suis déjà fait avoir une ou deux fois. Ça joue beaucoup sur le FOMO aussi, quoi. Si tu fermes la page, c'est fini, quoi. Donc, exactement. Ça c'est assez puissant. Écoute, super. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Et maintenant, donc évidemment, on peut pas faire ce podcast sans parler d'IA. Et en préparant justement cette interview, on a identifié plusieurs en fait types d'IA. Et donc j'aimerais qu'on les reparcourt un petit peu avec toi pour voir un peu aussi en lien avec les use cases que tu as présentés. Quelle IA est la plus pertinente dans tel contexte? Ça, je pense que c'est un sujet sur lequel les auditeurs n'ont pas forcément énormément de visibilité. Donc on a l'IA prédictive, l'IA visuelle, sémantique ou encore générative. Est-ce que toi, tu pourrais déjà nous expliquer rapidement quelles sont les différences entre
ces types d'IA, et puis à quoi ça sert du coup concrètement dans le parcours client? Bien sûr, oui. Donc, effectivement, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose de très juste, c'est que parfois l'IA, c'est un peu une nébuleuse, on ne sait pas trop ce que c'est, ce qui se cache derrière, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on a essayé de clarifier aussi chez Nosto, c'est de bien montrer comment nous, on fait l'utilisation de l'IA. Donc, on utilise effectivement les différents types d'IA que tu as cités, qui vont servir le client, enfin l'utilisateur, on va dire final, le client final, mais aussi l'e-commerçant, enfin les équipes opérationnelles. Donc d'abord, tu parlais de l'IA prédictive. Donc l'IA prédictive, elle va permettre d'analyser un vaste volume de données, d'en déduire, d'en déterminer des tendances pour prédire en fait des comportements d'achat futurs. Ça va permettre très concrètement, par exemple à la marque e-commerce, de pouvoir voir par exemple quels sont de créer un segment de visiteurs à haut potentiel. Donc ceux qui, en gros... des HPV. Exactement, des HPV, pas mal. C'est pas mal brandé, ça. En gros, ceux qui sont pas loin de l'achat, finalement, et donc, encore une fois, derrière, déclencher des mécaniques qui sont adaptées. Ça peut être aussi de se baser, par exemple, sur des prévisions météo. Voilà, dans une semaine, 2 semaines... il va faire très froid. Je vais proposer plutôt tel type de produit parce que c'est ce qui se vend le mieux globalement pendant ces épisodes de météo. Intéressant, ouais. Voilà, ça c'est une chose par exemple sur l'IA prédictive. Après, on a l'IA sémantique. L'IA sémantique, elle va vraiment servir la recherche sur site, donc le search. Ce qu'elle permet, c'est de comprendre la réelle intention qu'a l'utilisateur quand il tape une requête, même si elle est complexe. Aujourd'hui, les utilisateurs, ils ont tendance à utiliser les recherches sur les sites e-commerce comme ils utilisent une recherche sur Google. Donc des fois, ça peut être hyper complexe. C'est là où l'intelligence sémantique, elle va permettre de comprendre quelle était l'intention et donc de fournir des résultats pertinents, même si la requête est complexe. Et c'est hyper important parce que une étude qu'on a menée a montré que 70% des utilisateurs utilisent directement la barre de recherche dès qu'ils arrivent sur le site et que 80% d'entre eux quittent le site si la recherche, les résultats de recherche sont pas pertinents ou pas performants. Ouais. Donc ça montre l'importance d'une intelligence comme celle-ci pour fournir de l'ultra-pertinence. Après, on a l'IA visuelle. Je vais essayer d'être un peu courte, mais l'IA visuelle, c'est plutôt un levier qui va servir les équipes cette fois. Parce que ça va permettre d'imiter la vision humaine. Donc ça va être capable de reconnaître au sein d'une image un style, un motif, une émotion, une forme. Une fleur, par exemple, encore. Et derrière, très concrètement, pour un e-commerçant, ça va être, c'est surtout intéressant, je pense, dans le secteur de la mode, ça va lui permettre de faire du merchandising visuel, donc de montrer des produits qui sont visuellement similaires, sans avoir à passer par des règles ultra complexes de si le produit est tel, alors montrer tel produit. Ouais. C'est fait automatiquement par l'intelligence visuelle qui va faire le match entre ces produits qui se ressemblent ou qui sont visuellement différents selon les désirs du merchandiser. Ok. Et enfin, l'IA générative, celle dont tout le monde c'est parle. En fait, c'est à laquelle tout le monde pense, j'imagine. Exactement. C'est celle dont tout le monde a beaucoup parlé récemment. C'est une IA qu'on a aussi intégrée chez Nosto pour vraiment, là, l'idée, c'est d'aller, fluidifier les processus de travail chez l'e-commerçant. Donc là, nous, par exemple, l'utilisation qu'on en fait, c'est de pouvoir permettre de générer des listes de synonymes automatiques pour la recherche. Okay. Donc, je pense que tout e-commerçant qui a travaillé un peu sur améliorer la pertinence de ses résultats de recherche sait que c'est hyper chronophage d'analyser toutes les requêtes qui retournent 0 résultat et ensuite de dire quel synonyme, etc. Là, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui le fait pour eux, qui leur propose une liste de synonymes qui va bien. Et derrière, par contre, ils peuvent accepter ou refuser ils gardent le contrôle, ils peuvent accepter ou refuser une proposition. Et c'est hyper intéressant parce que, en fait, les 3 premiers types d'IA, ça fait
10 ans que ça existe, en fait, si j'ai bien compris. Et c'est plus l'IA générative qui est un petit peu plus nouvelle, en fait, dans cet univers. Ouais. Et de ce que tu dis, l'IA générative, elle est plus utilisée, en fait, côté marchand, pour faire gagner du temps, que réellement côté consommateur. Ouais. C'est en tout cas l'impression que j'en ai. Est-ce que c'est parce que l'IA générative aujourd'hui est pas assez performante, ou en tout cas on n'est pas assez confiant pour lui laisser elle-même générer un type de résultat pour l'utilisateur directement, ou du coup c'est plus intéressant que nous en tant qu'entreprise on la contrôle un petit peu, que ça nous fasse gagner du temps en interne? Oui, je pense qu'il doit toujours y avoir, de toute façon, il y aura toujours des mécanismes de contrôle. Je pense que Ouais. c'est obligatoire. Après, nous, c'est les développements qu'on a fait. Je pense que là, on va se diriger aussi vers beaucoup plus de choses qui vont être, on va dire, face client, Ouais. face visiteur, on va dire, notamment avec les développements de technologies tels que le conversationnel, type ChatGPT, où la recherche, elle est redéfinie un peu. Donc, je pense qu'on se dirige clairement vers ça. Et justement, ouais, donc c'était un peu une question que j'avais dans le coin de la tête depuis pas mal de temps. À l'ère justement de ChatGPT, où maintenant, tu vois, j'ai vu encore un post LinkedIn ce matin, où bientôt, potentiellement, tu pourras intégrer ton checkout Shopify à du ChatGPT. En fait, tu peux acheter depuis ChatGPT. Première question par rapport à ça, est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà réussi à structurer, tu vois, les fiches produits, les blocs de recommandations de manière à ce que ça soit optimisé pour les moteurs de recherche génératifs? Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais on se comprend. C'est quoi un petit peu votre vision là-dessus? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est des sujets qui sont d'intérêt chez nous. On a une équipe, on a un lab qui est dédié à tout ce qui est intelligence artificielle, et donc qui sont très intéressés à tous ces sujets, aussi d'agentic AI, enfin vraiment tous ces sujets-là. Donc c'est des choses bien entendu sur lesquelles on pense. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on propose directement, mais bien entendu, c'est des éléments qui sont en tête de nos équipes. Ouais. Et justement, tu parles d'IA et d'équipe. Du coup, un petit peu deux questions là-dedans. D'un côté, en interne, vous, chez Nosto, tu vois, même de manière générale dans les boîtes, c'est quoi un petit peu les freins d'adoption de l'IA? Est-ce que, je sais pas, parfois, certains de vos clients ont peur d'être remplacés par un super agent IA, merchandiser, qui va tout faire à leur place? Ouais. T'observes un petit peu des comportements comme ça aujourd'hui chez vos clients, ou même chez vous? Je pense que l'IA, au début, notamment avec ChatGPT, c'était un peu une utilisation complexée. Je pense que c'est en train de se décomplexer. Parce qu'on voit en fait que ça peut pas vraiment, pour le moment en tous les cas, remplacer le cerveau humain, mais par contre que c'est quand même une aide sur la productivité qui est non négligeable. Donc voilà, je pense que c'est, en tous les cas, chez Nosto, c'est très décomplexé. Bien au contraire, on est très encouragé à utiliser tout. Ce serait un petit peu bizarre pour un outil qui est ancré dans l'IA depuis le début. Je veux dire, pour nous, l'IA, c'est pas un nouveau sujet. Nosto est né, dès que Nosto est né, intégré de l'IA. Donc, chez nous, en tous les cas, chez Nosto, on est très encouragé à utiliser toute forme d'IA qui peuvent améliorer notre productivité. Tu utilises quoi, par exemple, toi J'utilise pas mal ChatGPT. Surtout parce que j'écris pas mal de contenu en anglais. Et donc, ça me permet aussi d'avoir un premier check sur ma rédaction avant de le donner, par exemple, aux équipes contenu qui vont proofread. C'est pas ChatGPT qui écrit pour moi, mais par contre, ça me permet quand même d'avoir des structures de phrases qui sont bien souvent mieux que celles que j'aurais pu faire moi-même en anglais. Donc, pour moi, c'est la principale aide. Et puis après, j'utilise pour plein de choses, mais ça me permet de synthétiser, par exemple, des longs documents, des choses comme ça, et donc d'avancer nettement plus vite. Il faut relire quand même pas mal, parfois. Mais quand même, il y a un gros travail qui est effectué, qui est pas négligeable. Ça, c'est pour Nosto. Par contre, tu me parlais côté client. Alors, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus parce que j'ai travaillé côté client. Donc, j'ai eu aussi des clients que j'ai accompagnés dans leur stratégie de personnalisation. Et le premier frein que j'entendais souvent,
c'est cette inquiétude un petit peu de pas savoir contrôler, maîtriser ce que va rendre en fait l'IA, les résultats que ça va apporter, et aussi pas comprendre son fonctionnement. Typiquement, par exemple, un marchand, il peut vouloir personnaliser les produits dans sa page catégorie, donc montrer des produits personnalisés, par exemple, à Florian, donc aller pousser les produits plutôt de couleur rouge ou alors fleurie pour moi, du coup. Mais il a des objectifs en profitabilité qui sont très importants. Donc, il ne peut pas simplement dire, bon, à l'IA, vas-y, montre des produits personnalisés en haut de page catégorie. C'est trop stratégique pour se dire, voilà, je vais laisser complètement ouvert. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est, avec des mécanismes de contrôle, c'est ajouter une règle dans son merchandising pour dire, je veux aussi que dans cette pondération-là, qui va te permettre de faire ton tri sur les pages catégories, que tu prennes en compte les produits sur lesquels j'ai une meilleure marge, par exemple. Ce qui va fonctionner le mieux après, et ce que je leur disais à chaque fois, c'est vous tester. Vous testez cette fameuse règle avec mes marges en plus, ou cette règle où je laisse en gros l'IA un peu tout contrôler, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui a performé le mieux finalement? Et dans certains cas, ce sera peut-être l'IA seule, et dans certains cas, c'est l'IA avec des contrôles, donc des filtres, des règles de merchandising, etc. Pour moi, ce qui est important et ce que j'essayais de leur dire, c'est que une bonne technologie, aujourd'hui, elle doit intégrer de l'IA, mais elle doit la stratégie, elle est toujours pilotée par l'humain. Donc, elle doit intégrer en fait tous les mécanismes de contrôle qui permettent d'orienter pour la stratégie spécifique d'un e-commerçant. Ouais, complètement. Ouais. Hyper intéressant. J'avais un autre point. Ouais, vas-y. Je pense aussi qu'il y a une chose qu'on entend souvent, c'est un peu la crainte de la black box. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours pourquoi un produit a été recommandé. Je suis très dans la découverte produit, mais pourquoi un produit a été recommandé, pourquoi tel produit est à telle position dans les résultats de recherche, etc. Et ça, des fois, il faut pouvoir rendre des comptes aussi, parce qu'on a d'autres personnes dans l'entreprise qui vont nous dire « Tiens, c'est marrant, j'ai tapé ça à la recherche et j'ai vu que tel produit était là, je ne comprends pas. » Et donc, c'est vrai que c'est important que celui qui gère le merchandising soit capable de dire « Bon, c'est pour cette raison. » Donc, typiquement, chez Nosto, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle l'insight scoring. Donc, on montre pourquoi tel produit a été... qu'est-ce qui est rentré, en fait, en considération pour afficher tel produit à telle position. Est-ce que les règles de merchandising, l'IA, etc., etc. Donc, voilà, ça, c'est important aussi de pouvoir un peu exposer ces éléments-là à l'utilisateur. Et du coup, vous arrivez très clairement à comprendre le pourquoi du comment sur chaque recommandation qui est faite et éviter la black box, ouais. Exactement, ouais. On est capable de dire qu'est-ce qui a influencé. C'est pareil, c'est un système de score, ouais. Qu'est-ce qui a influencé dans la pondération, en fait, la mise en avant de ce produit plutôt qu'un autre. Et toi, tu peux changer la pondération si tu as envie. Ouais. Okay. Absolument. Pour régler toujours les règles de merchandising ou des filtres qu'on peut ajouter, plein de choses. Ok, super. Ok, top. Eh bien, écoute, petite question pour finir, si on essaie de se projeter sur les prochaines années. Donc, tu disais que chez Nosto, vous travaillez actuellement sur d'autres évolutions un petit peu naturelles de l'IA, que ce soit les agents, l'IA conversationnelle. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer déjà chez Nosto en particulier, quels sont un peu les grands projets pour suivre cette même plus une tendance, mais cette révolution en fait de l'IA générative et aussi de l'impact de l'IA générative sur les comportements des consommateurs qui sont beaucoup plus habitués à ça, à avoir par exemple un chatbot avec qui tu communiques en direct. Maintenant, c'est plus du tout gênant que ce soit par IA, quand il y a encore quelques années, voire quelques mois. Parler à un bot, c'était toujours une expérience horrible. Tu disais, franchement... Donc voilà, curieux de savoir d'un côté comment vous voyez ça chez Nosto et puis après ton point de vue un peu perso sur l'impact dans l'écosystème. Moi, je me suis retrouvée très récemment à effectuer ma recherche pour mes vacances sur ChatGPT. Donc je me suis dit, il y a vraiment, c'est concret là, même à rechercher des hôtels en faisant des prompts pour lui demander, tiens, quel hôtel avec tel critère, etc. Donc
Il y avait des trucs sympas, et bon, Mmh. c'était quand même affiné. Mais c'est vrai que c'est clairement des nouveaux usages, même quelque chose qui n'est pas nouveau, mais Google avec Alexa, c'est vraiment du conversationnel. C'est-à-dire qu'on a l'habitude maintenant, enfin, on commence à prendre l'habitude de faire des recherches de façon très conversationnelle. Et donc ça, c'est ce qu'il va falloir prendre en compte pour effectivement redéfinir un petit peu comment vont être recherchés les produits. Et c'est ce qu'on étudie actuellement chez Nosto. C'est effectivement à quoi vont pouvoir ressembler les parcours de demain en intégrant cet aspect très conversationnel. Mmh. Et Tu peux nous spoiler un peu ou c'est chaud? c'est chaud, vous verrez. Plein de belles choses. Ben, on a hâte. En tout cas, le teasing est très bien fait. Et toi, du coup, à titre perso, dans l'écosystème e-commerce en général, plus d'un point de vue expérience client, du coup, Ouais. c'est quoi un peu ton personal take là-dessus? Je pense que ça touche un peu ça en fait encore, hein, parce que comme je t'ai dit, c'est ce que j'ai aussi, ce dont Ouais. j'ai fait l'expérience à titre personnel. Je pense que voilà, il va falloir pouvoir être proactif en fait dans ce qu'on va suggérer aux visiteurs. Pas seulement attendre qu'il nous envoie des signaux, mais aussi pouvoir lui proposer d'emblée une expérience personnalisée. Hmm. Ok, super. Eh ben écoute, Camille, on est pile poil dans les temps. C'était vraiment une conversation hyper intéressante. Merci beaucoup. Je te remercie. Et puis Merci du beaucoup, coup, Joseph. à voir pour l'épisode 2 une fois que les nouveautés sont sorties. Avec grand plaisir. Merci. Merci.